Et franchement, c'est ce que j'ai fait de pire dans le foot. Et il arrivait derrière moi pour me foutre un coup de pied dans les fesses. Mais devant tout le monde, t'occupes. Je t'attrape à la maison. J'habitais au stade. J'ai pas dormi pendant 2 jours parce que j'étais fou. Je me disais, ouais, je vais jouer. Je vais jouer en pro. On partait le lundi matin. On devait être le lundi à midi à Fontainebleau, donc à la caserne. On faisait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le jeudi soir, on rentrait à Metz. Je jouais au milieu offensif, mais je jouais au milieu. J'ai mis 18 buts. Je dis, les attaquants de l'époque, ils savaient qu'à en mettre 20, 25, 30. Donc c'était une semaine avant. Et je me pète les croisés. Et les croisés pétés, tu peux pas jouer. Voilà. Donc je suis resté 6 mois à la maison. Il a fallu que je me fasse opérer. Et j'ai raté la Coupe du Monde. Platini, Rubio, Jeannol, Curbelo, Rouillet. On avait franchement une très très bonne équipe. Moi, pendant 20 minutes, j'ai l'impression encore aujourd'hui, quand je raconte ça, d'être dans un nuage à 10 mètres au-dessus du sol comme ça. C'est un truc de fou. Mais par contre, il arrivait tout le temps à trouver le mec qui allait te mettre 15 buts, 20 buts. Il avait pas le rhume, hein, quand même, M. Molinari. Il n'était pas enrhumé, il était... Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Grenadine. Vous le voyez, il est à mes côtés. Bernard Zégnier, salut Bernard, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. On commence, on trinque un petit peu. On n'a commence, pas on mis trinque. d'alcool, promis. Ah non. T'aimes bien la Grenadine? Ouais, j'aime bien. Ouais. T'aimes bien? C'est bien. Je prends une petite gorgée pour me rafraîchir parce qu'on a longuement parlé. On va revenir sur J'espère. ton parcours, parce qu'il paraît que t'as fait 2-3 trucs sympas dans Ouais, il le paraît. Ouais. football, il paraît. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est sympa d'ailleurs. Ouais, si, je pense que si quand même, et je pense que pour les plus jeunes, ça peut être intéressant d'en parler. Donc Bernard, tu es né le 21 août 1957. Ouais. Une belle année, c'est le département de la Moselle. Né Ouais, à mais... Giromont dans le Pays Haut. Ouais, mais je suis né en Meurthe-et-Moselle, donc... Ah oui, c'est vrai que ça c'est... Bon. C'est un peu ce qui fait tâche sur ton CV. Non, ça fait pas tâche parce que je suis né dans la plus grande ville du monde de football. Ah, tu penses carrément que Giromont, c'est la... Alors, en 2 mots, Giromont, 1500 habitants à l'époque, c'était une cité minière. De là, il y a eu 18 professionnels en Ligue 1, Ligue 2 qui sont issus de Giromont. Sur les 18, il y a 6 internationaux A. C'est sympa. Ah, ça pèse quand même. Et sur les 6 internationaux A, il y a 3 meilleurs buteurs de Ligue 1. Donc, c'est la plus grande ville du monde de football. C'est toi qui le dis. Plus que Jeuf, où il y a eu Platini, qui était à 10 bornes de Giromont. Michel, d'ailleurs, je sais parce que je lui en ai parlé, et chaque fois on en rigole, il est envieux parce qu'il ne comprend pas qu'il y ait eu autant de footballeurs pro. Ah, il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux de Giromont. Il est jaloux de Giromont. Ok, il y a une petite rivalité alors. Voilà. Là-bas, on est pour Metz à Giromont? Pardon? PIO, on est pour le FC Metz ou il y a un peu la SNL aussi? Non, je pense que tout le PIO, les gens venaient au match à Metz. Après, à partir de Pont-à-Mousson, ça allait sur Nancy. Mais tout ce qui est PIO, Meurthe-et-Mosellan, ça venait au match à Metz, oui. Bon, si t'es là, c'est parce que t'as quand même eu un passage, 2 passages même importants au FC Metz. J'ai noté 257 matchs, 66 buts. Plutôt des belles statistiques. Et le foot, c'est une affaire de famille. Donc, tu as 3 oncles qui ont été professionnels. Ouais. Jean-Pierre Turcier, Bruno Rodzik qui a joué à Reims. Et surtout ton père, Serge, Alors, qui a joué au FC T'as Metz. oublié Hubert Zégnier, qui est le frère de mon père, mes 3 oncles. Et mon père, qui a été pro à Metz aussi. Donc, moi, j'avais 3 oncles et mon père qui était footballeur pro. Là, t'as vraiment baigné dans le foot, les repas de famille, tout ça. Tu par les sais, ballons, quoi. Bon, en plus, famille d'Italiens. Alors, Rodzik, c'est polonais, mais il a été assimilé après. Mais bon, Il a pas eu le choix. famille d'Italiens avec des réunions de famille à Noël, à Pâques, des choses comme ça, chez la grand-mère, chez la nonna. Et moi, en étant petit, ouais, le souvenir que j'ai, c'est que forcément, ça parlait football tout le temps. Mais après, c'était comme ça. Moi, je trouvais ça normal. Hein. C'était pas, il y avait rien d'extraordinaire. Quand on est petit et qu'on rêve de foot, c'est le rêve, je pense, aussi de tout jeune garçon d'avoir un père footballeur, tu vois, le modèle. Mais ouais, mais après, alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, mon papa s'est blessé assez jeune au FC Metz. Ouais, à 28 ans, les croisés. À 28 ans, il s'est fait les croisés, donc il a arrêté. Et moi, j'avais 4 ans. Donc, moi, j'ai pas de souvenir de l'avoir vu jouer en pro. Par contre, après, on était à Florange, où mon père a été gardien du stade de Florange jusqu'à sa retraite. Il a joué encore à Florange. Il jouait avec un genou foutu, mais il jouait en DH. Ah ouais. Qui était à l'époque la 4e division nationale. Donc moi j'étais môme, mais j'étais ramasseur de balles. Donc je le voyais jouer à ce moment-là. Je voyais bien que c'était quelqu'un qui avait une technique d'enfer. Je veux dire, mon père était droitier, mais pied droit, pied gauche.
Après, moi, je me faisais disputer parce que j'étais gaucher, mon pied droit, il me servait à marcher. Je suis gaucher aussi, donc je te Et comprends. mon pied droit Bon, me c'est pas servait ton à niveau, marcher, mais- et mon père, il comprenait pas que je sois nul avec le pied droit. Parce que lui, moi, je le voyais, il faisait crochet d'un côté, il frappait du droit, il crochetait du droit, il frappait du gauche. C'était, il était ambidextre, en fait. Voilà. Mais donc, une famille de footballeurs, ouais. Puis du coup, comme il a arrêté tôt aussi, je sais, j'ai entendu ça dans un podcast, il était un peu derrière toi aussi pour le côté hors football, peut-être préparer une alternative. Alors, le côté hors football, en fait, mon père, il a été cool avec moi. Déjà, au niveau foot, il m'a jamais rien dit. Si, c'est pas qu'il me disait rien, c'est qu'il me disait tout ce que je faisais de mal. Voilà. Donc ça veut dire que je revenais, il venait pas tout le temps voir les matchs quand j'étais gamin, mais quand il voyait un match, si on jouait à Florange et qu'il était là, il regardait et il me disait, t'as raté la passe là, au bout d'un quart d'heure, t'as voulu faire ça, t'as raté, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as voulu faire un petit pont que tu l'as raté et que c'est nul, arrête avec ça. Donc il me donne, mais il avait raison en plus, il retirait tout ce que j'avais fait de mal. Et le jour où il me disait rien, je me disais, oh, j'ai dû être bon, hein, parce qu'il me dit rien. Ça me rappelle l'anecdote de Thierry Henry qui raconte où il a gagné 6-0 un match, il met les 6 buts. Ouais. Sur le trajet du retour, son père il le défonce parce Mais- qu'il a raté des choses. Mais tu sais que moi j'ai un souvenir d'un match en cadet. En fait, je voulais jouer avec les juniors. L'entraîneur de l'époque à Florange, il voulait me faire jouer avec les cadets pour gagner. Et on joue et on perd. Dans le match-là, je joue et je fais rien de mal, mais je fais rien de bien. Parce que je voulais jouer avec l'équipe junior au-dessus. Et à 5 minutes de la fin, on perdait 2-0. Je dis, on va pas perdre. Donc je marque 3 buts. On gagne 3-2. Et mon père a regardé le match. Le match se termine. Et à Florange, si tu connais le stade de Florange, on jouait sur l'annexe. Et après le match, il fallait qu'on fasse tout le tour du terrain d'honneur pour revenir dans les vestiaires. Et moi, je sors du terrain, je fais 10 mètres. Et là, je me retourne, heureusement. Et il arrivait derrière moi pour me foutre un coup de pied dans les fesses. Mais devant tout le monde. Il y avait toutes les équipes, il y avait tout le monde là. Donc moi, je me sauve en courant, je vais au vestiaire, il me dit, t'occupes, je t'attrape à la maison. J'habitais au stade, Je pouvais pas aller bien loin. je peux pas aller loin. Il me dit, je t'attrape tout à l'heure quand tu rentres. Moi, je traîne dans les vestiaires, la douche, le machin et tout avec mes copains. Il fallait bien que je rentre. Donc je fais 3 mètres et je rentre chez mes parents. Et il m'attrape et il me dit, mais tu te prends pour qui, toi? C'est quoi de faire des matchs comme ça, de jouer comme t'as joué là? Ouais, mais j'en ai rien à faire. T'as compris? Il m'a pas dit, t'as marqué des buts, t'as fait ci, il m'a tué par rapport à l'impression que j'avais donnée sur le terrain, tu vois. Je faisais rien de mal, mais je faisais rien de particulier. Voilà. Et il m'a dit, plus jamais tu me fais ça. Écoute bien, c'était il y a 50 ans. Plus jamais tu me fais ça, parce que je rentre sur le terrain, je te sors à coups de pied dans les fesses devant tout le monde. Arbitre, pas arbitre, t'as compris? T'as compris qu'il me disait. Oui, papa, ouais. Il était exigeant. Et donc Très exigeant. Mais t'as joué à Florange et t'avais pas la possibilité de jouer dans les équipes de jeunes, ensuite à Metz, t'as pas été repéré. Comment ça se fait que t'arrives aussi tard à Metz? Enfin, aussi tard entre guillemets, parce que t'arrives à... Non, j'arrive pas tard, c'était comme ça. En fait, moi j'ai joué à Florange, j'étais cadet. Jusqu'en cadet, j'ai joué en première, j'étais surclassé, j'avais double surclassement, j'ai joué en DH à Florange. Et je suis allé au FC Metz en junior, c'était comme ça. Nous, à l'époque là, à Metz, il n'y avait pas de centre de formation. C'était en 74. Le centre de formation a été fait en 76. Patrick Battiston, il était arrivé l'année d'avant. Michel Etor était arrivé l'année d'avant de Talange. Moi, je suis arrivé là. On arrivait en junior première année, en fait. Donc, c'était le cursus normal. Voilà. Les centres de formation n'existaient pas. L'année où je suis arrivé à Metz, moi, donc en junior, j'avais 17 ans. Patrick Battiston était avec moi. Ils ont voulu nous mettre à Schumann, où il n'y avait pas de sporette. Ça n'existait pas. Mais c'était pas encore comme maintenant. Donc, on est entré à Schumann, on est resté 3 jours, on s'est barré, on est retourné, parce que ça ne nous plaisait pas. Moi, je suis retourné à Famec au lycée, parce que j'étais au lycée à Famec, et Patrick était au lycée à Romba. On est retourné dans nos lycées respectifs. On avait cours toute la journée, normalement, de 8h à 17h, et on s'entraînait le soir. Et on a joué en pro. Cette année-là, pas tout le temps, mais on a fait des matchs en pro, on jouait avec la réserve, et on s'entraînait le soir, comme des amateurs. Mais tous les soirs, on avait entraînement. Après nos cours, après des cours classiques, hein,
Pas des cours aménagés comme le Mais sport comme aide. maintenant, Non. Ça n'existait pas. t'as gagné la coupe. Attends, je vais en profiter pour baisser un petit peu ton micro qui est un peu trop devant ton visage. Faut qu'on voit ton beau petit sourire. Un petit sourire. Parce que t'es un homme heureux. Très. Très heureux. T'as gagné, je le disais, la coupe nationale cadet avec l'équipe de Alors, Lorraine. j'ai gagné la Coupe Roussel avec Florange. Ah, t'as gagné aussi La la coupe des minimes. Ok, ça je avec connais pas, Florange. tu vois. Tu connais pas ça n'existe Ah non, plus maintenant. Je suis jeune. Il y avait une coupe régionale pour les pupilles, les minimes, les cadets, les juniors. La coupe Roussel, c'est la coupe des minimes. Et je l'ai gagnée avec Florange. On était super. On avait gagné la Coupe du Monde, quoi. Après, j'ai gagné la Coupe nationale des cadets avec la sélection de Lorraine cadet. Ouais. Mais par contre, on avait une super équipe. Hein. Parce que dans l'équipe-là, il y a je sais pas combien. Je vais te dire, Michel Etor, qui a été pro au FC Metz. Le deuxième gardien, Fabrice Henner. Il était de l'ES Metz, il a été pro à Épinal en D2. Après, il s'est blessé, malheureusement, sa carrière a été écourtée, mais il a joué en D2. Il y avait Didier Albrecht qui a été médecin, qui a arrêté le foot pour faire médecine. Il était au centre de formation de Metz. Il y avait Zandona qui était de Merlebach, pro à Sochaux. Il y avait Janol, pro à Nancy, international, pro au PSG. Il y avait Hervé Rémy qui a été pro en D2, je crois à Monceau. Il y avait Bézas qui a été pro à Sochaux, à Rennes. La liste est longue. Il y avait Bortolotti d'Épinal qui a été pro à 3 en D1, D2. Moi j'étais pro à Metz. Et il y avait l'avancante, c'était Grimont. Il a été au centre de formation de Metz. Après, il n'est pas passé. Ils l'ont pas gardé après. Mais on avait une équipe d'enfer en cadet. Tu sais qu'on est venu. Moi quand j'ai joué cette année-là, donc j'ai joué en DH à Florange, qui était la 4e div. Hein. À l'époque, il y avait D1, D2, D3, DH. On a fini 2e en fin de saison derrière Talange qui est monté en CFA. Et on a fait un match amical avec les cadets de Lorraine, une préparation à Florange. On a gagné 6-1. Avec les cadets. Facile. Facile. Facile pour vous. On avait une super équipe. Franchement, parce que tu as dit, t'as vu le nombre de mecs qui ont été pros, même en D1 ou en D2, c'est pas le problème. Mais et les autres qui n'ont pas été pros jouaient en 3e division. On avait Henri Vanoli qui a été médecin au FC Metz, il jouait en 3D à Talange. Tu vois, il y en a, donc tous les mecs ont joué minimum en 3D après. Donc on avait franchement une équipe d'enfer. Voilà, puis ça jouait bien. Franchement, c'est une des équipes où moi j'ai joué qui jouait le mieux. On se connaissait sur le bout des doigts et franchement c'était bien. Donc là, tu arrives à Metz juste avant tes 17 ans. Je suis arrivé à 17 ans, ouais, 17 ans. Et donc tu viens et tu démarres tout de suite avec... Alors, je suis arrivé... Moi, je suis du mois d'août. Je suis arrivé à Metz le 1er juillet. Mais j'ai joué... Je suis du 21 août, moi. J'ai joué mon premier match le 16 août, en pro. Donc, j'avais pas 17 ans. Contre Lyon. Contre Lyon. Contre Lyon, et tu le sais au début de la semaine que tu vas jouer ? Monsieur Huard m'appelle au début de semaine et il me dit « Bernard, je vais te faire jouer samedi. On joue contre Lyon, tu vas jouer. Alors prépare-toi, machin et tout. » Bon, j'ai pas dormi pendant 2 jours parce que j'étais fou. Je me disais « Ouais, je vais jouer. Je vais jouer en pro. » C'était le Graal, je sais pas, c'était un truc de fou, quoi. Et j'avais pas 17 ans, je te dis, c'était le 16 août, et moi j'ai eu 17 ans le 21 août. Donc voilà, c'est juste limite, mais j'étais dingue, comme un fou, quoi. Premier match. Et j'ai joué contre Domenech. Contre Raymond Domenech, avec Lyon. Il y avait Aimé Jacquet qui jouait à Lyon. Il y avait Bernard Lacombe, que tu as retrouvé après en équipe de France. Que j'ai retrouvé à Bordeaux aussi après, quand je suis à Bordeaux aussi. Et voilà, et on a gagné 3-1 et moi j'ai marqué le 3e but. Donc bon, j'ai démarré, je marquais un but, c'était sympa. C'était le début rêvé. C'était le premier but. Et cette saison-là, donc première saison, vous faites 8e. Toi, tu fais que 5 matchs, mais 4 buts quand même. Moi j'ai fait 5 matchs, 4 buts. Le ratio c'est pas trop mal. Après, si tu veux. Après, t'avais 17 ans, c'est normal aussi. Oui, mais je te dis avec Patrick Battiston, on était sélectionné en équipe de France junior. Donc on partait tout le temps. Il y avait des matchs régulièrement. Donc il y avait l'équipe de France junior. Quand on revenait, on jouait avec la CFA de Metz, à l'époque qui était en CFA, la réserve. Et on a fait, moi j'ai fait 4-5 matchs, je sais pas. 5 matchs, 4 buts. 5 matchs, 4 buts, c'est pas mal. Oui, après quand t'as 17 ans, c'est aussi, tu es là pour prendre un petit peu ton temps de jeu, découvrir. Et l'année d'après, tu joues plus, tu vois, 22 matchs, 9 buts. Ouais. Et vous faites même 6e, donc vous faites un meilleur classement. Comment tu fais d'ailleurs ? Parce que
là, t'as que 18 ans et t'arrives Ouais. quand même à t'imposer dans le groupe, à faire ton trou. mais attends, mais après, honnêtement, je sais pas quoi te dire. Je dis toujours avec Patrick Battiston, parce qu'on était tous les deux tout le temps ensemble, et on a le même âge, et on a... Bah, je sais pas, ça s'est fait logiquement. Il y avait rien de, je sais pas. Je pense, il nous mettait dans le groupe parce que on avait la qualité pour être dans le groupe, sans qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas. Hein. Voilà, moi je suis pas Pelé ou Maradona, c'est pas le problème. Mais je pense si Monsieur Huard nous prenait régulièrement et nous faisait jouer régulièrement, c'est qu'on avait la qualité pour le faire. Voilà. Sinon, moi tu sais, je dis ça aujourd'hui aussi. Un entraîneur, il se tire pas une balle dans le pied. Il regarde pas la semaine à l'entraînement, il dit toi, vous êtes les 4 plus mauvais, je vais vous faire jouer. Non, je fais jouer les meilleurs. Oui. Bon. Donc je pense que si on a joué à 18 ans, c'est qu'on avait la qualité pour le faire. Bon, Patrick, il jouait défenseur. Bon, il marquait moins de buts. Mais moi, quand j'ai joué, j'ai marqué quand même quelques buts. Même à 17 ans, 18 ans. Donc voilà. Mais ça s'est fait logiquement, tout ça. Nous, on se posait même pas la question. Hein. C'était comme ça, normal. Il y avait la concurrence quand même, il y avait Nico Braun, Mais oui. Hugo Curioni, il y avait même, j'ai noté André Tota, le père de... Il y avait le père de Matt Pokora, Dédé, ouais, il y avait Dédé Tota, il y avait Nico et Hugo, ouais, mais moi je jouais sur le côté gauche, eux deux jouaient devant, voilà. Après, je vais te dire, aujourd'hui je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, j'y suis pas, je les vois pas. Après les choses elles ont changé peut-être. Nous, à partir du moment où sur le terrain, t'étais entre guillemets efficace et que t'étais bon, les autres, les joueurs se posaient pas de problème. Je veux dire, alors nous quand on démarrait, on avait 17, 18 ans, les plus âgés, ils avaient 28, 29, 30. C'était Osknecht, c'était Jaitz, Curioni, il y avait 3-4 mecs qui avaient presque la trentaine. Pour nous, c'était des vieux. 30 c'est jeune, mais pour nous c'était... Quand t'as 18 ans et que les mecs ont 30 ans, c'est quand même déjà un bel écart. Hein. On trouvait que c'était des vieux, nous, on rigole maintenant, mais maintenant je vois moi que je suis encore beaucoup plus vieux. Mais voilà, mais à partir du moment où t'es bon, personne te dit rien. Nous après on jouait, personne n'a jamais rien dit. Oui, si t'es efficace et que sur le terrain ça se passe bien, personne ne te dit rien. Hein. Particularité aussi pour toi à cette époque-là, donc Carlo Molinari était au club. Ouais. Et la particularité aussi, c'est que ça a été ton beau-père. Après, tu avais une relation peut-être particulière aussi. Pas à 18 ans, ça a été 3-4 ans après. Plus tard, mais moi, j'ai toujours eu la même relation avec lui du jour où je l'ai connu, du jour où il venait, il passait à Florange. Tu sais, pour que je signe à Florange, il est passé toutes les semaines, pendant 1 an, toutes les semaines, il est passé chez mes parents. Il connaissait mon père. Parce que si tu veux, quand mon père était pro à Metz, M. Molinari faisait du motocross. Oui, il a été champion. Il était champion de motocross. En étant champion de motocross, il fallait qu'il s'entraîne. Alors il s'entraînait pas au foot, mais il s'entraînait avec les pros de Metz quand il faisait physique. Et M. Molinari est né la même année que mon père. Donc si tu veux, c'est la même génération. Et ils se connaissaient des années 50. Donc quand il venait chez moi, mais il est passé toutes les semaines pendant 1 an. Moi, je le voyais arriver, je rigolais, mais moi, je partais et discutais avec mon père. Il parlait, il voulait que je vienne à Metz, voilà. Mais moi, le rapport que j'ai eu avec lui, j'avais 16 ans quand je l'ai connu, j'ai le même rapport. Tiens, je l'ai vu hier, je l'ai croisé hier. On a toujours le même rapport. Il est toujours pareil. Il a toujours été pareil. Mais M. Molinari, ça c'est une parenthèse. Hier, je l'ai vu, mais j'étais avec des anciens de Metz. Il y avait Raspolini, il y avait Poc, il y avait Colombo, il y avait qui encore il y avait Mario Confante, il y avait les Patrick anciens Formica. de l'assaut. Voilà, les anciens de l'assos, on a un comité dans notre assos. On a croisé M. Molinari au siège du club. Tu vois qu'il est content de nous voir. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là et tout. On a discuté pendant 1/4 d'heure. Il est super content. Mais nous aussi, on est content de le voir. C'est pareil. Ouais, le rapport est toujours le même depuis 50 ans. Sacré président, Carlo. Il y a des liens. Ta 3e saison, 76-77, vous faites encore 8e. On en parlait tout à l'heure avant qu'on commence. C'est vrai que Metz, à cette époque-là, c'était vraiment régulier dans la première partie de tableau. Toi, tu fais 34 matchs, 10 buts. Ouais. Donc là, voilà, tu es vraiment incontournable dans l'équipe. Tu découvres même l'équipe de France au mois de février face à l'Allemagne. Ouais. Et c'est vrai que j'ai noté, il y avait 5 Lorrains dans l'équipe, parce que tu avais André Rey dans les buts, Battiston, Rouillet, ailier droit.
Platini numéro 10. Et toi, Et moi, gauche. j'étais remplaçant et je suis t'es rentré rentré. en deuxième mi-temps. Je suis rentré à la place d'Amis, ailier gauche, et je suis rentré contre Bertie Vox. Mais cette équipe-là d'Allemagne, c'est l'équipe championne du monde. Parce qu'ils sont champions du monde en 74. Nous, on y joue en 77. Donc la Coupe du Monde n'est pas encore repassée. Et on gagne 1-0, c'est Rouillet qui marque. Et en deuxième mi-temps, on est 5 Lorrains sur le terrain. Ce qui était plutôt sympa et je sais pas si ça s'est revu par la suite. Oh, je suis pas sûr que ça soit revu. Mais toi, tu parlais aussi beaucoup de quand j'entends des interviews ou quoi, tu parles beaucoup, tu vois, vraiment la passion à l'état pur du petit gamin qui rêve vraiment Qu'est-ce que tu veux que je te qui dise ? rêve de la passion du foot et pas forcément de l'argent. Là, pour toi, c'était le Graal, l'équipe de France. Ah non, mais attends, tu peux parler, tu vas discuter avec tous les gars de ma génération, tu parles avec Platini, avec Battiston, avec je sais pas lequel, moi, bon, je te les cite tous les deux parce qu'on en parlait tout à l'heure. On pensait jamais à l'argent. L'argent, c'est venu, enfin l'argent. Qu'on ait gagné notre vie avec ça après, ben, c'est venu par la suite. Mais le truc, c'était une passion de gosse. Moi, tu sais, quand je discute avec des gens qui me disent « Ouais, vous êtes footballeur », je dis « Écoutez, moi, je suis privilégié. Moi, quand j'étais tout petit, dans une famille de footballeurs, j'entendais parler de foot beaucoup, je rêvais de ça. Je rêvais de ça. Je me disais « je veux être footballeur ». Je vais te raconter un truc vite fait. J'ai ma maman m'amène chez un toubib à Florange. On a une visite médicale. Ah, je l'ai noté là. Tu as noté ça ? Je l'ai noté. Je voulais que tu la racontes. Eh ben, on a une visite médicale à l'école. Donc, il faut aller chez un médecin. Ma maman, moi j'ai 8 ans. Ouais, 8 ans, je dois avoir. Ma maman m'amène forcément chez le médecin. Et moi, le Z, je passe le dernier. Alphabétique. Donc, tous les élèves de la classe passent. Puis quand je rentre avec ma mère, il me dit rien, il me dit pas bonjour, il me regarde, il me dit « C'est toi le premier de la classe ?» Ouais. Tu travailles bien à l'école ? Ouais, je travaille bien, ouais. T'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. Et tu veux faire quoi quand tu seras grand ? Footballeur. Direct. Et il me regarde. Ça, mon petit, tu te l'enlèves de la tête, c'est pas un métier. Et puis, voilà, il me dit ça. Après, il me fait sa visite et tout, ça dure 10 minutes, machin, et puis je m'en vais. Et quand je sors de là, je repars avec ma maman, forcément. Et je lui dis, maman, pourquoi il m'a dit ça, le docteur ? Pourquoi il m'a dit que c'est pas bien ? Moi, je veux être footballeur, je serai footballeur. Ma mère, elle rigolait. Voilà. C'est tout. Mais donc, c'était une passion. Et alors, pour revenir à ce que je te disais, le privilège, c'est que moi, quand tu fais ça et que tu es passionné depuis que tu es petit, ben, tu joues en équipe de France. Tu sais que quand j'avais 10 ans, je jouais tout seul avec l'équipe de France. À l'époque, c'était Charlie Loubet qui était attaquant, c'était Révelli, c'était Carnus dans les buts, Bosquier, des joueurs comme ça. Quand moi j'étais môme, eh ben, je jouais, je leur faisais des passes, je me faisais des films tout seul. Et quand j'ai joué en équipe de France, c'est un truc, alors c'est pas un aboutissement parce que ta carrière elle est pas finie, mais c'est déjà un truc de fou quoi, à vivre. Alors que moi, j'avais vécu toutes les équipes de France avant. Équipe de France cadet, junior, espoir, tout. Et là, c'est l'équipe A. Donc, avec Patrick, notre première sélection, il y avait André Rey. C'était un truc de malade, quand même. Ouais, avec tes potes en plus. Donc, avec mes potes, et puis même Platini et Rouillet. Je veux dire. Mais c'était des mecs du coin. C'est des mecs du coin. Voilà, on est tous liés parce qu'on est de la région. Et Michel, il est hyper sensible encore aujourd'hui à la Lorraine, au fait d'être lorrain. Hein. Tu lui parles de ça, il n'en peut plus, hein, de la Lorraine. Ouais, il allait même à Saint-Symphorien quand il était jeune. Mais tu sais que moi, j'allais à Nancy, parce que le frère de mon père jouait à la SNL. J'allais voir les matchs à Nancy. Et Michel, avec son père, il venait à Saint-Symphorien. Bon, après, t'as joué à Nancy. Oui, non, mais voilà. Mais, donc, mais la passion, c'est un truc de malade. Et donc, pour revenir à ça, l'argent, c'est secondaire. On n'y pensait pas. Et moi, après ma carrière, je suis resté dans le foot. Je dis, mais j'ai eu une chance incroyable de passer ma vie dans le football. Dans un milieu privilégié, parce que c'est un milieu privilégié. Voilà. Il y a tellement de gens qui bossent et il faut aller bosser parce qu'il faut manger, parce qu'il faut gagner sa vie. Nous, on a gagné notre vie avec notre passion. C'est un truc de fou, ça. C'est vrai que c'est une chance. Tu fais une 4e saison à Metz, 77-78. Bon. On était à l'armée. On était au bâtiment de Joinville avec Patrick Battiston et Etor. Pendant que tu étais... Oui, on était au BJ, mais on était tout le temps à Metz. En fait, le BJ, si tu veux... c'est vraiment une autre époque. Ben, ils accommodent. Alors, quand on jouait le fin de semaine,
on partait le lundi matin, on devait être le lundi à midi à Fontainebleau, donc à la caserne. On faisait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le jeudi soir, on rentrait à Metz. Donc on partait en voiture, avec une voiture, et on se tapait l'autoroute jusqu'à Paris et on rentrait. Le jeudi soir, on rentrait et on jouait le samedi. On passait le week-end à Metz. Si on avait 2 matchs dans la semaine, on n'allait pas à l'armée. Donc l'année où on a fait le service militaire, c'est l'année de Coupe du Monde, 78. Donc le calendrier est resserré et il y a plus de matchs. Et avec les matchs de coupe, on a joué très 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 souvent 2 fois par semaine. Ouais, t'as fait 41 matchs. On a joué très souvent 2 fois par semaine. Ce qui veut dire que on a fait effectivement là-bas, à la caserne, 3 mois sur l'année. On était tout le temps à Metz. On rentrait plus parce qu'on jouait 2 matchs. Donc on restait là. Mais ça, c'était un accord entre l'armée, la fédération française et les clubs. Voilà. Mais donc on était tous les 3. On était avec Philippe Janol, il y avait Joël Batz, il y avait Tussaud qui était à Nantes, on avait une équipe de fous aussi là-bas au bataillon. Non, c'était sympa, on a bien rigolé. Le peu de temps qu'on y a passé. Et c'est pour ça que cette dernière saison, elle est... Tu marques moins, vous faites 12e, c'est aussi lié à ça, l'enchaînement des matchs? Ah, je sais pas, j'en sais rien, tu sais. Bon, après, 12e, tu sais que si Metz 12e aujourd'hui, je signe tous les jours. 12e, si Metz fait 12e aujourd'hui, tout le monde signe des 2 mains. Tout le monde sort le champagne. Bon, ça peut... Ouais, ça Regarde quand on a fait 10e la saison... Voilà, t'as l'impression que t'as gagné la Coupe d'Europe. Donc, non, on a fait une saison un peu moins bonne, ouais. Puis nous, peut-être que les déplacements, ça faisait qu'on a été moins bien, je sais pas, peut-être. Peut-être que ça a joué. Ça a peut-être joué, ouais. Et donc pourquoi à ce moment-là pourquoi ça se finit avec Metz? Pourquoi tu vas à Nancy aussi? Tu fais le passage Metz-Nancy. À ce moment-là, il y a eu un petit putsch au club. Le secrétaire général, avec des gens un peu de la mairie, des choses comme ça, a voulu prendre le pouvoir et faire partir M. Molinari. Donc ça s'est passé comme ça. Donc là, sur l'année-là, moi je suis parti, je suis allé à Nancy. Pourquoi à Nancy? Parce que je pense que M. Molinari, je ne le sais pas, mais je pense que M. Molinari a dû appeler M. Cuny, parce qu'ils sont potes. Hein. Oui. Ils sont potes depuis 50 ans. Alors, ils étaient concurrents par équipe interposée, mais je pense qu'ils sont très très copains et encore aujourd'hui. Et se tirer vers le haut aussi avec voilà. leur club. Et donc, je pense que M. Molinari a appelé M. Mais déjà, Nancy me voulait. Quand j'ai signé à Metz, il y avait mon oncle qui jouait là-bas. Donc, mais j'y suis pas allé. Donc, quand il y a eu ce souci-là, moi, je voulais plus trop rester ici, à Metz. Et M. Molinari, je pense qu'il a dû appeler M. Cugnot en lui disant, écoute, tu peux peut-être faire un coup, il y a Bernard, il veut pas rester. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Nancy. Puis, il y avait Platini. Il y avait Platini. Franchement, on avait une bonne équipe. Platini, Rubio, Janol, Curbelo, Rouillet. On avait franchement une très très bonne équipe. Ça te permettait de rester dans le coin aussi. Ouais, c'était pas forcément une priorité. C'était pas de rester dans le coin, c'était de jouer dans une bonne équipe. Et en plus, c'est des mecs de ma génération, si tu veux. À 1 an ou 2 près, tu vois, c'est des mecs de mon âge. Donc non, franchement, c'était super. Moi, j'ai passé. Alors, autant j'étais bien à Metz, autant et j'étais bien quand je suis revenu. Après, les 5 années que j'ai passées à Nancy, c'était top. Alors après, Platini est parti, mais on avait toujours une très bonne équipe. Et comment ils ont réagi les supporters quand t'as fait Metz-Nancy? Les supporters de Metz? J'en sais rien. Et toi, ça t'a rien fait de passer dans le club rival? On peut aimer Metz et Nancy vraiment en même temps? Écoute, moi j'arrête pas de dire, j'ai vécu des trucs super dans les 2 clubs. Je ne comprends pas aujourd'hui que les supporters, quels qu'ils soient, de Metz ou de Nancy, puissent se taper dessus pour un match de foot. Je comprends pas. À l'époque là, les gens, quand il y avait les derbies, les gens dans le stade, ils étaient assis ensemble. Ils se chambraient, ils rigolaient. T'as Metz qui gagnait, ceux de Metz étaient contents, ceux de Nancy un peu moins, ça chambrait un petit peu, terminé, chacun rentrait chez soi. On verra le match retour. Au match retour, c'était pareil, et les gens dans le stade, ils étaient ensemble. Aujourd'hui, moi, ça me dérange, mais je ne dis pas à quel point, de voir que les mecs se tapent dessus pour des matchs entre Metz et Nancy. Ça, c'est une dérive du foot. C'est une dérive du foot, la violence. Oui, mais je trouve ça nul. Je trouve ça nul. Je pense que l'époque que j'ai vécue, c'était top, parce que c'était comme ça. Après, moi, je dis tout le temps aux gens, je dis, mais
Vous comprenez pas? Il faut que Nancy et Metz soient en Ligue 1. Bah pour les derbies. Je pense qu'il faut. Mais exactement. Dans le côté chambrage, tu peux te réjouir qu'il soit 17ème. Mais voilà. Mais je dis, mais pour le côté derby, c'est bien d'avoir. Non, mais il faut que derbies. Nancy-Metz soit en Ligue 1 pour qu'il y ait des derbies, que tu remplisses Épico et Saint-Symphorien. C'est 2 fois par an. Moi, j'ai rien contre eux, hein. Mais je m'en fiche d'aller jouer à Ajaccio. Non, mais. Ouais, c'est l'exemple que tu avais déjà pris. Mais je prends toujours l'exemple là. C'est beau la Corse, c'est beau, c'est magnifique, ils parlent un patois italien. Faut pas dire ça parce qu'il va nous tuer. Mais moi je préfère qu'il y ait Metz-Nancy. Aller jouer à Pau ou je sais pas où, à Orthez. J'ai rien contre les gens là, mais il faut faire des derbies en Ligue 1. Et nous on faisait des derbies en Ligue 1. Voilà. C'était quelque chose. Pourquoi se taper dessus? Faut arrêter. Alors, je sais pas s'il y a une solution, hein, j'en sais rien. Mais les Anglais, comment ils font? Les Anglais, ils avaient des gros soucis. Visiblement, il y en a moins. Ouais. Ils ont réussi à dégager les hooligans. Je sais pas comment ils ont réglé le problème, j'en sais rien. Il faudrait s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Peut-être. Et pour poursuivre sur Nancy, comment tu finis ce chapitre Nancy? Pourquoi tu pars de Nancy? Pourquoi tu vas pas à l'étranger d'ailleurs? Parce qu'on n'allait pas à l'étranger. Bordeaux. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore l'arrêt Bosman. Non, il n'y avait pas l'arrêt Bosman. Le seul qui était dehors, c'était Michel Platini. Donc, et les pays comme ça, ils prenaient les 2-3 meilleurs joueurs du pays. Moi, je n'étais pas dans les meilleurs joueurs du pays. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, avec l'arrêt Bosman, je serais peut-être allé en Italie. Je serais peut-être allé là-bas, j'en sais rien. Dans quel club? Ça aurait été... Je sais pas. J'en sais rien. Mais en Italie, je serais... Parce que les joueurs partent plus facilement, il y a plus facile... Voilà. Donc, bon, ça aurait pu. Après, avec les ascendances qu'on avait tous ici, on était 70% d'origine italienne. Donc, peut-être qu'ils nous auraient pris plus facilement, je sais pas. Mais à l'époque-là, ils prenaient Platini. Mais c'était un des meilleurs joueurs du monde, donc c'est comme ça. Non, mais ça s'est fini à Nancy parce que j'ai fait 5 ans, et puis que après les dernières saisons, M. Cuny était parti aussi, c'était plus le président, c'était un peu, c'était moins bien, mais c'était plus pareil. Et après moi j'ai eu la possibilité d'aller à Bordeaux, et Bordeaux voulait monter une équipe pour être champion. Donc l'année où moi j'y suis allé, j'ai retrouvé Patrick Battiston, qui venait de Saint-Étienne, qui était parti entre-temps, qui avait fait Metz-Saint-Étienne, et là il venait de Saint-Étienne, on s'est retrouvés tous les deux là-bas, avec Thierry Tussaud qui venait de Nantes, notre génération, en équipe de France cadet, junior, machin. Donc ils nous ont pris tous les 3 l'année là, et on a été champion avec Bordeaux. Donc voilà. T'as un titre de champion de France, c'est beau. C'est pas mal, non? Puis il y a l'équipe de France, à Nancy j'avais noté 165 matchs, 62 buts quand même. Et puis il y a donc ce passage en équipe de France, on le disait tout à l'heure. J'ai l'impression que cette histoire quand même, elle arrive à pas mal de joueurs, la fameuse blessure avant une grosse compète, parce que t'es là, oui. Et au final tu fais pas la Coupe du Monde et pas l'Euro 84. En fait quand tu rates le train, tu le rates. Hein. Je pense que ça c'est déjà une chose. Mais en fait en 82, je suis repris pour les 2 derniers matchs. Irlande du Nord où tu marques. L'Irlande et le Pérou. L'Irlande où je marque et le Pérou. Je suis repris. J'étais à Nancy à ce moment-là. C'était Monsieur Huard qui avait été entraîneur à Metz, qui était passé à Nancy après, et qui la semaine du dernier match de championnat, on joue le dernier match contre Lyon avec Nancy. Et dans la semaine, il me chope à l'entraînement et il me dit écoute, j'ai eu Michel Hidalgo, qui était entraîneur d'équipe de France, il m'a appelé, il te prend pour aller en Espagne. Donc j'avais fait 2 derniers matchs avec la sélection, il me dit il te prend pour aller en Espagne. Voilà, il m'a dit de te le dire. Bon, c'est bien. Il y a le dernier match contre Lyon, je me pète les croisés. Et c'était une semaine avant de partir en stage à Font-Romeu. Le stage était à Font-Romeu avant d'aller en Espagne. Donc c'était une semaine avant, et je me pète les croisés. Et les croisés pétés, tu peux pas jouer. Voilà. Donc je suis resté 6 mois à la maison, il a fallu que je me fasse opérer, et j'ai raté la Coupe du Monde. Et quand tu rates la Coupe du Monde, le train il est passé. Parce qu'après, de tout ce qui se passe après, même si après j'ai rejoué bien,
Mais après, il avait le groupe, il est fait. Le groupe, il est fait. Regarde Deschamps. Voilà, le après la groupe, Coupe du Monde. le groupe, il est fait. Mais après, il prend le groupe. Ouais. Et puis voilà. Il faut vraiment que tu fasses une saison où tu mets 30 buts pour mais rester. mais j'ai été meilleur buteur du championnat avec Metz après. Henri Michel, il m'a repris une fois. Il m'a pas repris dans le groupe. Il m'a repris une fois parce qu'il y avait une épidémie de choléra. Et il m'a téléphoné en me disant Bernard, je suis embêté, il faut que tu viennes. Je suis embêté, je sais plus ce qu'il avait. Il y avait des blessés, des machins et tout. Ouais. Prétexte. Enfin. Non, mais il fallait combler un manque, quoi. Il m'a dit ce qu'il y avait. Je sais plus ce qu'il y avait. Il avait une cascade de forfaits, de trucs comme ça. Il me dit il faut que tu viennes. On a joué. Bon, on a perdu au parc. C'était la première sélection de Sylvain Cassendeuse, je crois. On a perdu contre l'Allemagne de l'Est. J'avais été meilleur buteur du championnat. Il m'a plus repris derrière. Je te dis, quand le train il est passé, c'est comme ça. Voilà. C'est un regret quand même, parce qu'en plus tu rates. Un regret, écoute, un regret, oui et non. Oui, parce que bon, ça aurait pu être mieux. Et puis non, parce que tu vois, moi je vois ce qui est arrivé à mon père. Mon père, il s'est pété le genou à 28 ans, il a arrêté le foot. Il y en a plein qui ne rejouent pas, même aujourd'hui, qui ont des problèmes et qui ne peuvent plus rejouer. Moi, je suis resté 5-6 mois arrêté et j'ai rejoué. Et j'ai rejoué 83, j'ai rejoué 9 ans derrière. J'ai rejoué 9 ans, j'étais meilleur buteur du championnat, j'ai gagné la Coupe de France, j'ai été champion de France avec Bordeaux derrière encore. Donc non, c'est comme ça, c'est la vie. Et à ce moment-là, tu rates aussi un exploit de Metz, du FC Metz à Barcelone. Non, mais j'étais à Bordeaux. J'étais champion avec Bordeaux. Donc pas de regret alors, non? Non. J'ai été champion avec Bordeaux l'année-là. Tu peux pas être partout. Après, ça faisait un moment que tu étais parti de Metz en plus. Oui, c'est difficile de se projeter, de se dire j'aurais pu être là. Par contre, j'étais content pour mes potes parce que j'ai plein de copains là-dedans avec qui j'avais joué à Metz qui ont fait cet exploit-là. Ouais. Tu l'avais vu le match? Je crois qu'il était pas. Il est pas retransmis. Pas retransmis. J'écoutais à la radio. Moi, j'étais. Quand ils ont joué, c'était à Bordeaux que j'étais. Non, j'étais à Marseille. Non, t'étais à Marseille, c'est le début de saison. J'étais à Marseille, c'est le début de saison. Et j'écoutais à la radio, ils ne le retransmettaient pas. J'écoutais. Et je me disais, c'est pas vrai. Et puis après, j'ai rigolé. Et après, alors, on n'avait pas les portables, rien du tout. J'avais appelé Michel Létor le lendemain. On avait rigolé parce que, ils nous ont pris pour des cons. Donc voilà. Non, mais c'est des bons souvenirs quand même. Après, je te dis, non, l'équipe de France, ça reste un bon souvenir. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'était une belle expérience. Et après, après Bordeaux, tu te retrouves à l'OM quand même. Alors, c'était pas l'OM de maintenant. Non, mais alors, par contre, ça, c'est pas pour moi, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. J'aurais pas dû y aller. Ah oui. Non. T'avais quoi à ce moment-là, quoi? Je pouvais aller à Auxerre. Auxerre, sportivement, c'était bien. Mais je sais pas, Auxerre, ça me disait rien. Et je me suis dit, ouais, Marseille, la ferveur, le machin et tout ça. Et franchement, c'est ce que j'ai fait de pire dans le foot. Mais bon, j'assume, hein. C'est moi qui ai choisi, personne ne m'a forcé, donc j'assume mes choix. Mais pendant 2 ans, c'était une cata. Une cata parce qu'on avait une équipe très moyenne. On a joué 2 ans pour pas descendre. On était en Ligue 1, mais on a joué 2 ans pour pas descendre. Bon, moi j'ai fait 2 fois meilleur buteur du club avec 10 buts. On était en Marseille, mais bon, franchement, c'était pas bien. C'était pas bien. J'aurais pas dû y aller, mais j'assume mon mauvais choix. Ça, c'est complètement l'inverse de ce qui se passe en ce moment. Tu gagnes le titre avec Bordeaux, tu joues le maintien avec Marseille. Bah oui. Alors qu'aujourd'hui, Metz en Ligue 2, Bordeaux, j'en parle même. Tiens, d'ailleurs, Bordeaux, je t'ai même pas posé la question. Qu'est-ce que tu penses de la situation du club? Tu les vois remonter dans les 3-4 ans là? Franchement, je sais pas. J'en ai parlé avec Patrick Battiston justement là, il y a 8 jours. C'est compliqué. Non. Moi, pour la Ligue 2, ils vont remonter rapidement. Moi, ce que je ne saisis pas, c'est que les instances du foot, que ce soit la Ligue ou je sais pas qui, la Ligue ou ceux qui contrôlent la DNCG ou tout ça, ils aient pu laisser Lopez reprendre Bordeaux alors qu'il avait déjà coulé Lille presque. Donc comment les gens de la Fédé, de la Ligue, de toutes ces instances-là peuvent laisser faire ça? C'est ça qui m'interpelle. Voilà. Et voir Bordeaux... Alors, après, Bordeaux, voilà, j'y suis passé... Ça me fait mal au bide pour eux. Après, c'est comme ça. Mais j'espère qu'ils vont se relever et qu'ils vont repartir. Mais là, ça risque d'être compliqué quand même. Après Marseille, comment tu te retrouves à revenir à Metz? Est-ce que tu avais d'autres opportunités? Oui. Où ça? Je sais plus maintenant, mais j'avais Nancy aussi qui voulait que je revienne. J'avais alors je sais pas te dire, 3-4 clubs peut-être à ce moment-là, dont Metz. Et j'avais
J'avais 28 ans, 29 ans. Je me suis dit, bon, écoute. Alors, en fait, non. En fait, ça s'est passé comme ça. Metz, en janvier 86, ils vont en stage en Corse. Pour la reprise. Et du stage en Corse, M. Molinari fait venir Marcel Husson chez moi à Marseille. L'équipe, elle repart à Metz. Et Marcel Il reste dormir Husson, à la maison. il vient chez moi. Il prend l'avion de Bastia à Marseille. Les autres montent à Metz, toute l'équipe, tout le monde. Et lui, Marcel, il vient chez moi à Marseille. Pour me parler. Mais en fait, si tu veux, l'autre parenthèse, il y avait André Vatrin, monsieur Vatrin, qui était dans le club, qui était un historique du club, qui était là quand mon papa jouait déjà, et qui m'avait vu l'année-là, à Strasbourg avec Marseille. Il m'avait vu plein de matchs. Et il disait, il faut reprendre Bernard, il faut reprendre Bernard, il faut reprendre Bernard. Il a insisté là-dessus. Donc il avait déjà convaincu Marcel. Monsieur Molinari, lui, il disait trop rien. Et donc Marcel Husson vient chez moi. Et il passe la journée avec moi, à la maison. Et il m'explique en long, en large et en travers ce qu'il veut faire la saison d'après. Et il me dit, voilà, à l'époque, il y avait Plamen Markov. Tu te rappelles, numéro 10 Bulgare. Enfin, tu te rappelles, peut-être Non. pas, mais toi, t'es trop jeune. Mais numéro 10 Au début, j'ai dit oui de la tête, mais pas du tout. Numéro 10 Bulgare, qui a fait la Coupe du Monde, qui a été sélectionneur après, qui était un super joueur. Il y avait Markov, il y avait Jules Bocandé, mais qui allait partir. Jules allait partir. Il y avait Carmelo Michich, il y avait Lopez, Insberger, machin. Et il me dit, moi, je veux faire telle équipe. On va faire venir ta. Il fait venir Eric Black l'année-là, devant, qui était un super attaquant, un Écossais, Eric. Et donc, il m'explique en long, en large et en travers ce qu'il veut faire. Bon. Et moi, je me disais, merde, c'est vrai qu'ils ont une bonne équipe quand même, Metz. Il y a de bons joueurs, il y a une bonne équipe, Et puis, il y a la moitié des gars, c'est mes potes. C'est ma génération, c'est mes copains, machin et tout, voilà. Et c'est parti comme ça, et c'est comme ça que j'ai re-signé à Metz. Voilà. En me disant, franchement, ça peut être cool, parce que c'est déjà un club que je connais, plus avec la moitié de l'équipe, c'est des garçons avec qui j'ai joué. Et quand je suis revenu, ça s'est bien passé. Franchement, c'était top, quoi. À la première saison, il y a Eric Black, Carmelo et toi. Et toi, tu finis meilleur buteur, 18 buts. Ouais. Carmelo met 14 buts. Et Black, il met 10, mais il joue que 6 mois, Black. Oui, parce qu'il se pète le dos et il joue que 6 mois. Mais s'il avait joué toute l'année, il aurait été meilleur buteur, lui. Hein. Je te le dis. Hein. Si Black, il joue toute la saison, il met 20 buts, facile. Parce qu'en plus, on jouait pour eux. On jouait pour Carmelo et Eric devant. Et on jouait avec 2 10. Enfin, avec 2 milieux offensifs. En fait, Marcel Husson, il avait articulé l'équipe. On jouait Black, Michich, Markov et moi derrière. Et puis après, tu avais Insberger, Lopez, Pauk, qui eux cavalaient comme des maboules dans le milieu. Devant. Et nous, ils nous laissaient quand même devant. Enfin, je dis pas qu'on était tranquille, mais tu vois, plus avec des trucs offensifs et moins de soucis pour défendre et tout ça. Non, franchement, puis c'était de bons joueurs. Techniquement, c'était des mecs très très bons. Donc franchement, on avait une bonne équipe, quoi. Il paraît que pendant longtemps, ce total de 18 buts, ça a été le moins élevé de la première division. Oui. Et je sais que t'aimes pas qu'on te le dise. Non, c'est pas que j'aime pas qu'on me le dise, j'en rigole. Il y a Paoletta maintenant en 2007 avec 15 Paoletta, buts. il a mis 15 buts. Personne dit que Paoletta... Moi, depuis que Paoletta a mis 15 buts, j'ai jamais entendu dire « Ah, punaise, Paoletta, il a été meilleur buteur, c'est nul avec 15 buts. » Moi, j'entendais ça sur moi. Et je répondais aux gens qui me disaient ça, je dis « Mais attends. » Et lui était neuf. Hein. Lui, il jouait neuf. Je dis « Moi, je jouais au milieu. » Milieu offensif, mais je joue au milieu. J'ai mis 18 buts. Je dis, les attaquants de l'époque, ils avaient qu'à en mettre 20, 25, 30. C'est pas de ma faute à moi s'ils en ont pas mis autant. C'est un bon argument. C'est un bon argument. Bah oui. Donc voilà. J'ai mis 18 buts en étant milieu offensif. Mais après, attends. J'ai mis 18 buts en étant milieu offensif. Mais j'ai mis 130 buts en Ligue 1. Je suis 30 ou 35e buteur depuis que la Ligue 1 existe. Donc, bon, c'est pas beaucoup. Hein. Oh, c'est pas mal. Bah, je sais pas si des gens d'aujourd'hui vont à 10, ils vont en mettre autant que moi. Ouais. Tu cumules 10, ils mettront pas autant de buts. Et je regardais, en plus, je suis tombé sur les classements des meilleurs buteurs de Liga et de Première Ligue des dernières saisons. Et il y avait des saisons où tu as des mecs à 18, 20, 23. Ouais.
Au final, je pense qu'on s'est Jules, il avait mis 23, je crois. on s'est habitué à Cristiano Messi qui mettait 40-50 buts. Mais ça, c'est des phénomènes, ça. Au final, la norme, elle est peut-être là aussi, 23, 20, entre Mais 20 et Jules, 25 buts. Jules, il a mis 23 buts à Metz. Alors attends, maintenant je t'en dis une autre. Faut m'expliquer, et je le souhaite, hein, quand le FC Metz va retrouver 2 meilleurs buteurs de la Ligue 1, coup sur coup. Faut m'expliquer. Alors, on n'est pas passé loin l'année dernière, mais. Enfin, pas passé loin. Il avait encore de la marge, mais par rapport à Mbappé, je crois que c'était Mbappé, meilleur buteur. Mais Mikotadze, il a mis quoi, 14 buts? Et l'autre, il en a mis 25, Ouais. 30. 14 buts à Metz et 30 à Paris aussi, c'est ça. Hein. Je te dis pas le contraire. Mais moi, j'étais à Metz aussi. Et les 18 buts, je les ai marqués à Metz. Je les ai pas marqués au PSG ou à Marseille. Hein. C'est vrai, Non? c'est vrai. Tu penses qu'on reverra un attaquant comme. Parce que là, sur les dernières années, Mikotadze, c'était un peu un des meilleurs Je te attaquants dis, qu'on ait eu. j'espère. Je te dis, alors, moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que de la période où que j'ai connue, donc quand j'étais môme, il y a eu Nestor Combin à Metz, dans les années 70, qui a pété des buts à l'appel. Personne n'en parle. Combin, c'est comme si tu fais venir Ronaldo en fin de carrière, mais c'est comme si tu fais venir Ronaldo aujourd'hui, à l'époque. M. Molinari faisait des coups de fou. Tu as eu Braun Curioni. Il y a eu Crimo, Kurbos, Bokandé. Il y a eu Black, Michiche, moi. Il y a eu Rodriguez. Il y a eu Pouget. Il y a eu des mecs qui ont pété des buts. On a eu à la pelle à Metz. Et là, depuis 10 ans, qui c'est qui marque des buts? T'as eu 2-3 mecs. Il y a une année, il y a Erding en Ligue 1 qui met quelques buts. Il y a l'année où t'as Dosevi, Nolan Roux, mais pareil, c'est des mecs qui viennent se relancer aussi, tu vois, c'est parce qu'ils ont peut-être pas mieux ailleurs aussi, et après ils parviennent à se relancer aussi à Metz, puis ils restent pas. Et ils restent pas. Il reste pas. Donc voilà. Mais non, après ouais. Ça, moi voilà. Je t'ai parlé de Braun. Nico, c'est un phénomène. Nico, il a mis 96 buts en 5 saisons. Ça fait 20 buts par an. C'est un truc de fou. Curioni, c'est pareil. Donc, mais ça, alors, faut arrêter de me dire que le foot, il a changé. Parce que quand je discute avec des gens, des fois, ouais, mais le foot, c'est plus pareil. Bah, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Vous avez pas le nez aussi fin aujourd'hui que M. Molinari a pu l'avoir de toute sa période de président. Moi, c'est un constat, ça. Sur des joueurs comme ça, parce que tu avais toujours un groupe, une équipe avec... Bon, alors, il y a peut-être moins de garçons, ce que je ne comprends pas non plus, mais moins de garçons aujourd'hui de la région. Pourrait m'expliquer aussi en long, large, en travers, ça, parce que je ne saisis pas trop. Qu'il y en ait moins, peut-être, mais qu'il n'y en ait plus, je ne comprends pas. Mais par contre, il arrivait tout le temps à trouver le mec qui allait te mettre 15 buts, 20 buts. Comment il faisait? Il n'avait pas le rhume. Hein. Et les mecs restaient. Il n'avait pas le rhume, hein, quand même, M. Molinari. Il n'était pas enrhumé. Il était. Et son nez, il sentait bien, quand même. Et les mecs restaient. Restaient pas 10 15 ans, ans, mais ils restaient. Ils faisaient pas une saison. Alors aujourd'hui, on va te dire c'est un problème de moyens. Moi, je reviens là-dessus. M. Molinari, il avait le 18e budget de la Ligue 1. C'était pas les mêmes montants, mais il avait le 18e budget. Et le rapport était le même. Le rapport était comment? Il avait le 17 ou 18e budget de la Ligue 1. Et tu finissais toujours entre 5 et 10. Les gens, ils se posaient pas la question. Hein. Ils venaient au match, la Ligue 2, ils savaient pas ce que c'était. Tout d'un coup, pof, on tombe en Ligue 2. Bon, en Ligue 2. On n'en sort plus. Enfin, que très rarement. Bah, t'en sors, et puis quand t'en sors, t'es dans les 3 derniers de Ligue 1. Ouais, donc, c'est... Voilà. Puis, ouais, si on reprend l'exemple de Mikotadze, tu l'as aussi en jeune, mais je pense que si tu l'as pas en jeune, jamais tu peux faire venir un mec comme ça. Après, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on propose aux gens, ouais, c'est peut-être surmultiplié par rapport à ce que Metz peut faire. J'en sais rien, moi. Je suis pas dans les comptes du club et je connais pas. Bon, voilà. Mais c'est quand même un constat que tu n'arrives plus à avoir de garçons comme ça. Bon. Alors si c'est que le fric qui fait ça, c'est un petit peu dommage. Et donc l'année d'après, donc cette première saison, tu fais meilleur buteur. Il y a cette fameuse Coupe de France, l'une des deux remportée par le club, celle de 84. Que c'est vrai que t'étais pas là non plus, mais là celle de 88. Alors, tu sais, 84, j'étais dans la tribune parce que j'étais champion avec Bordeaux, mais le président m'avait invité et j'étais allé à la finale. Je les avais vus gagner contre Monaco. Et donc 88. 88, on joue Sochaux et on gagne au tir au but.
Mais il y a un truc particulier, je veux dire, que tu gagnes un trophée comme ça, c'est un truc de ma boule. Je veux dire, tu sais que moi encore aujourd'hui, quand on se voit déjà, on a un truc particulier. Il y a un lien. T'as gagné un truc, t'as été au bout de quelque chose, et puis t'as des émotions de fou, quoi. Quand les gens me demandent ce qu'on a ressenti, moi perso, je dis tout le temps, pendant 20 minutes, tu gagnes la coupe, tu sais, tu gagnes, machin. Bon, quand Michel arrête le dernier tir au but, en fait, on gagne 5-4, donc il arrête le dernier tir au but. De ce moment-là, jusqu'à ce qu'il nous donne la coupe, ça dure, tu sais, 20 minutes. Le temps après, on prend la coupe et on redescend sur le terrain faire le tour d'honneur. Moi, pendant 20 minutes, j'ai l'impression, encore aujourd'hui, quand je raconte ça, d'être dans un nuage à 10 mètres au-dessus du sol, comme ça. C'est un truc de fou. Et ça s'est arrêté. On a fait le tour d'honneur. Et quand on est rentré au vestiaire, qu'on s'est assis, clac! T'as réalisé, là. J'étais par terre. Alors que pendant 20 minutes, 25 minutes, t'es en l'air. T'es dans du coton, dans je sais pas quoi. Sur un nuage. C'est un truc de fou, hein. La sensation quand je raconte ça, ouais. Mais depuis toujours. Et quand on se voit, bah, t'as les poils qui se hérissent parce que on reparle de ça, ça te refout dedans. Et les joueurs qui ont gagné des choses ensemble, souvent, tu vois, il y a ce lien particulier, surtout une coupe. Tu vois, c'est une aventure, alors, c'est un format particulier. La coupe, en fait, si tu veux. Bon, moi, j'ai gagné le championnat avec Bordeaux. Le championnat de France, c'est un truc extraordinaire aussi. Ah, mais c'est sur un an. Mais c'est sur un an. La coupe, c'est il faut gagner tous les matchs. Et t'as un coup d'adrénaline, tu gagnes, t'as le machin de la qualif. Tir au but en plus là, tir au but. Et là, tir au but au parc. Il y a 50 000. Alors il y avait, je sais pas, il y avait peut-être 15 000 Lorrains. Je suppose qu'ils avaient filé des billets. Je crois qu'il y avait 15 000 Sochaliens, 15 000 Messins. Et le reste, ils avaient vendu les places comme ça. Il y avait 50 000 personnes. Tu t'es au tir au but. Et on va à 5-4. En fait, on met nos 5 et eux, ils ratent le dernier. Michel arrête le dernier. Donc c'est franchement au niveau tension, c'était un truc de fou, quoi. Je me rappelle plus, moi j'ai tiré le premier. Ah, t'as tiré le premier. Et j'ai tiré le premier, moi. Mais voilà, et puis bon, je pense que le match là, si tu veux, dans le match, on doit le gagner, parce qu'après, on a eu, sur la fin de match, on a des occasions en prolongation aussi. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça te file un coup de... Et moi, je te dis, j'étais dans du coton. T'as l'impression que tu voles comme ça, que t'as pas les pieds sur terre. Et puis quand t'arrives au vestiaire, après, on a posé la coupe sur la table au milieu, et là, crac. Là, tu viens dans la réalité. Mais pendant tout ce moment-là, tout est flou comme ça. T'as l'impression... Enfin, je sais pas, je me suis jamais drogué, je sais pas comment c'est. Non, mais t'as l'impression que t'es drogué. Enfin, si c'est ça, t'es drogué, quoi. T'es un truc... et c'est une impression extraordinaire. Alors, je dis tout le temps, nous, on a eu cette chance-là de gagner la coupe. Il y a plein de gens qui n'ont jamais gagné la coupe. Surtout aujourd'hui, c'est encore plus dur avec le PSG. Voilà, ils gagnent tout le temps après. Donc, c'est dommage que les gens aient pas ressenti ce truc-là. Tu ressens un machin de malade. Et 40 ans après, je te dis, on a toujours cette même, pas ferveur, mais le lien. Quand on se voit, on est super content de se voir. Écoute, donc là il y a... je t'ai parlé des anciens de Metz que j'ai vus hier. Avant-hier, j'ai appelé Fernando Zapia, il est à Buenos Aires, en FaceTime. On s'est parlé pendant 1 heure. On n'a pas gagné la coupe avec lui. Moi, j'ai joué à Nancy avec lui et à Metz. On est super potes. Les liens restent. Les liens restent. Michel Etor, Eric Black, il est en Angleterre. Je l'ai au téléphone régulièrement. Markov, il est en Bulgarie. Je l'ai. Les mecs, ils parlent français comme s'ils étaient partis hier. Ça fait 30 ans qu'ils sont plus là. Markov, il parle français mieux que nous. Eric Black, il parle un français impeccable. Zapia, pareil. Et on se parle tout le temps. On a toujours gardé des contacts. Et ça, c'est l'enfer parce que je te dis, c'est un truc, tu te hérisses les poils. Quand on voit des photos, des trucs, tu sais, les actions de match, de la coupe, bon, on les ressort, tu te fais sentir. Alors des fois, je dis, il va l'arrêter, il va pas l'arrêter le dernier penalty. Et puis bon, il l'arrête quand même. Alors, tu vois. Mais bon, ça, c'est j'espère pour le public messin, qui revivront des choses comme ça, parce qu'il y a plein de jeunes des gens de ton âge,
qui n'ont pas connu ça, vous étiez pas nés forcément. Et c'est dommage, parce que si vous parlez avec des vieux comme nous, ils vont vous raconter des trucs quand même qui étaient super sympas, quoi. Qu'ils ont vécu, qu'ils ont vu. Toi, sur la fin à Metz, tu prends ta retraite à 34 ans. Ouais. C'était un peu la norme à l'époque, on ne poussait pas forcément jusqu'à 39, 40 ans. Ouais. Tu as eu une dernière opportunité pour aller J'aurais pu aller à Mulhouse. en D2. Ouais, en D2. Et tu voulais pouvoir te vanter de dire j'ai joué qu'en première division. Non, c'est même pas ça, j'avais pas Ah, envie. je plaisante. Non, j'avais pas envie. Mulhouse me proposait un bon contrat et tout, et j'avais pas envie. En fait, à ce moment-là, il y avait de la saturation. Donc, c'était, voilà. T'as senti que c'était le moment où Ouais, stop. j'ai pensé que c'était le bon moment, parce que alors, si tu veux, les matchs, ça allait, mais tous les entraînements, après, quand c'était dur et tout, rythme, à un moment donné, c'était, enfin, je dis pas que c'était pénible, parce que c'est quand même, bon, tu fais du foot, quoi, c'est pas, tu vas pas à l'usine mine. ou à la mine, mais à un moment donné, ça devenait un peu contraignant, et je pensais que c'était le bon moment, voilà. Je te dis, tout ce qui était match et tout, c'était bien, mais après, tout le reste, c'était fatigant, donc bon, je pensais que c'était bien. La reconversion coach, ça a jamais été quelque chose qui t'a... Non, parce que j'ai... Alors, ça c'est mon idée à moi. J'ai quand même eu la chance, moi, de jouer toujours dans des bonnes équipes. Et des équipes qui... À part peut-être à Marseille un petit peu, où c'était un peu plus compliqué, mais les équipes qui jouaient bien au ballon. Qui avaient le ballon, avec des bons joueurs de ballon. Des bons footballeurs, techniquement et tout. Platini, Giresse, Tigana, je les cite comme ça, hein. Rubio à Nancy, Curbelo qui a été en équipe de France alors qu'il était uruguayen, et puis après ils l'ont plus pris. Bon, enfin bref, mais vraiment toujours avec des bons joueurs. À Metz, Curioni, Braun, Osnecht, Beta Coustier, nous on démarrait avec Patrick Battiston avec cette équipe-là. Donc vraiment des bonnes équipes, de la qualité technique. Donc, moi pourquoi quand ils me demandent ça les gens, pourquoi t'as pas voulu entraîner ? Je pense que j'aurais pas été un bon coach parce que j'aurais été trop exigeant. Comme ton père, quelque part. Ah, mais mon père est exigeant avec moi. Aux autres, il disait rien. Hein. mais voilà, je pense que j'aurais été trop exigeant, du style tu rates. Bon, au foot, tu rates des trucs, des passes, des machins, mais tu rates une passe à 5 mètres, tu n'as pas le droit. Donc si moi je sors la carabine, tu rates une passe et je te mets une balle parce que tu as raté la carabine, au bout de 10 minutes, tu n'as plus d'équipe, tu as tué tout le monde. Parce que tu vas rater un contrôle, tu vas rater un truc. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai jamais voulu entraîner. Par contre, tu es resté au club. Tu es dans un rôle... Ouais, j'allais voir les matchs pour trouver des joueurs. Donc entre autres, je te l'ai dit, l'année... raconte-le ici, parce que ça, tu me l'as dit juste avant qu'on commence. C'est 97, non, ou 96, je sais plus. Je crois qu'il arrive en 98, ou 97. Je crois 97. Donc c'est 96. Et M. Molinari m'envoie voir un joueur en Suisse. Je vais voir un joueur que je connais pas, un Yougoslave. À l'époque, Yougoslave. Et c'est Lukic. Et Lukic, il est blessé depuis 2-3 mois, il joue pas. Quelqu'un, un agent, je sais pas, le propose au président, qui me dit tu vas aller en Suisse, mais tu vas aller une semaine en Suisse, tu vas voir les entraînements tous les matins. Parce qu'il jouait pas. C'est pas un match que je vais voir, c'est les entraînements tous les matins. Donc je me retrouve en Suisse, tous les matins à 9h, ça caillait en plus en hiver, à Sion, à regarder les entraînements du FC Sion, avec Lukic, pour voir comment il joue. Comment il est, qu'est-ce qu'il fait et tout. Et à la fin de la semaine, il y avait un match et je devais aller voir le match. Donc je passais toute la semaine en Suisse. Et il se trouve qu'à Sion, l'année-là, il y a Frédéric Mérieux qui était parti de Lens et qui jouait à Sion. Frédéric Mérieux, moi, il a démarré avec moi à Marseille quand il avait 18 ans. Il a commencé à jouer en pro quand moi j'étais à Marseille. Donc je le connais depuis qu'il est môme. Et puis donc... et il me voit au bord du terrain. À l'entraînement, un matin où il fait froid, tu sais. Oh Bernard, attends-moi, attends, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, donc je l'attends après l'entraînement, on discute tous les deux pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on se parle, et puis je lui demande des trucs sur Lukic, moi. Comment il est, c'est un bon mec, savoir comment il était, si c'est un bon joueur, je le connaissais pas, moi Lukic, je l'ai jamais vu. Donc il me parle de Lukic, puis on discute comme ça, 1 heure après l'entraînement, et puis il rentre au vestiaire, et moi je repars. Et puis tout d'un coup je dis merde, je suis bête moi.
Je retourne à la porte du vestiaire, je tape, il y a un monsieur qui m'ouvre, je dis, vous pouvez dire à Mérieux qu'il revienne? Il va le rechercher, il ressort. Je dis, mais Fred, on parle de Lukic, là c'est bien, mais toi, ça te dirait pas de venir à Metz l'année prochaine? Oh, il me dit, je sais, pourquoi pas? Donne-moi ton téléphone. Il me donne son numéro de téléphone, je le mets dans ma poche, et je rentre à Metz. Et en rentrant à Metz, il y avait Joël Muller qui était le coach. Donc je vois Joël et le président, et je leur dis, écoutez, j'avais vu le match entre-temps, hein. Donc je dis, j'ai vu Lukic, c'est un bon joueur, il est comme ça, il joue dos au but, bonne technique, il est malin dans les 16, il marque, enfin voilà. Je lui fais un peu le truc de ce que j'ai vu sur Lukic. Je lui explique que Mérieux m'a donné des renseignements, je leur explique aussi. Puis je leur dis, mais maintenant il y a un truc, je vous ai parlé de Fred Mérieux, il faut le prendre. Ils me regardent tous les deux, le président et Joël, ils me regardent comme ça, en me disant, tu vois le caractère qu'il a, parce que tu sais, tout le monde sait qu'il a un caractère bien trempé. Et moi je leur dis, mais attendez, moi j'ai joué avec lui à Marseille, c'est un super mec. Qu'il ait du caractère, c'est bien. Les mecs sur le terrain qui se bougent comme ça, c'est cool. Mais en plus, c'est un super joueur, faut le prendre. Et moi je lui ai regardé, tenez, je vous donne son numéro de téléphone. Et le président a appelé et il est venu à Metz après. Donc Lukic est venu à Metz, Mérieux est venu à Metz, et entre-temps j'avais été en Belgique et j'avais vu Danny Boffin, qui jouait plus trop avec Anderlecht. Sauf que le jour où je vais voir, je sais pas, il y avait un blessé, et ils le font jouer. Et il fait un match d'enfer. Boffin, il cavalait dans tous les sens. Hein. Et après, quelques temps après, je dis au président, pareil, et à Joël, je dis, écoutez, il y a un mec en Belgique, il a 32 ans, mais il faut le prendre. Hein. Il fait 45 km par match, c'est un super milieu, et je leur parle de Danny Boffin. Et les trois sont arrivés l'année-là. Donc c'était pas trop mal comme pioche. On peut dire que t'as l'œil, toi. Tu veux pas recruter encore là pour Metz? Non, tu repères bien les joueurs. Non, je veux pas recruter parce que je fais plus de kilomètres en voiture, j'ai plus de voiture. Donc je vais en trottinette maintenant. Tu peux aller dans la région alors, on va prendre des joueurs du cru, comme ça on en aura plus. Même on n'arrête pas de me dire qu'il y en a plus. Alors je sais pas. Il y a plus besoin de chercher alors. En tout cas, t'as ramené des. Mais c'était sympa. Les trois là, c'était sympa. T'as eu le. Après il y a eu. Ah non, mais attends, après il y en a eu d'autres. Hein. Chemel, qui était pas mal quand même arrière droit, qui était un caractère aussi un peu space. Sébastien Chemel. Sébastien Chemel qui il a joué en Angleterre. Et après il est parti en Angleterre. Il est parti là-bas après. West Ham ou Aston Villa? Oui, il est parti là-bas. Ouais. Seb, il y en a eu quelques-uns quand même, sympathiques. Mais bon, c'est comme ça. Tiens, d'ailleurs, qui est-ce que tu aimerais voir prendre ta place là pour siroter une grenadine pour une future émission? Qui est-ce que tu aimerais entendre au micro? Ici, faut qu'il soit dans le coin. Ouais, ou qu'il soit de passage. Quelqu'un qui est dans le coin. Il faut que tu arrives à attraper Carmelo. Mais je l'ai déjà eu, Carmelo. T'as déjà eu? Ah oui, je t'enverrai le lien. Tu regardes. Alors, si tu l'as déjà eu, attends, je sais pas, mais. C'était le tout premier, d'ailleurs. Fred Mérieux, tu m'as dit qu'il allait venir. Ouais, il fait le teasing, regardez, c'est. Non. Il est pas bon qu'au recrutement, il est bon aussi sur. Fred Mérieux, ça peut être sympa. Après, s'il dit du mal de moi, tu me dis. Hein. Tu diras. Et si t'as un autre nom, à me sortir, moi je. Mais je suis preneur. Quelqu'un. S'il y en a un qui passe, que tu peux faire et qui peut être intéressant, c'est Michel Etor. Par contre, il habite Lens, mais il vient régulièrement. Donc il faut que tu arrives à l'attraper quand il vient. Je tâcherai Parce que Michel aussi, je pense que c'est bien par rapport à son ancrage dans la région et tout, ça peut être sympa. Puis un gardien, c'est. Ouais, après, il nous a fait perdre tellement de matchs. Je l'ai ressenti. Bernard, merci d'être venu. C'était super cool, super intéressant. J'espère que les anecdotes. Je sais pas si c'était intéressant, mais bon, c'était cool. Ah, si, il y a plein d'anecdotes. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Quant à vous, pensez comme d'habitude, mettez un pouce bleu, un commentaire pour le référencement, pour la vidéo ressorte. Puis pensez à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Moi, je t'enverrai les liens parce que tu proposes Carmelo alors que je l'ai déjà invité. Mais je te propose Michel Etor. Mais tu me proposes Michel Etor. Et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao. Au revoir. Et allez, un petit coup de. Il est encore plein ton verre.